Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce lundi 29 juillet. Vigilance orange canicule aujourd'hui et cela va durer demain. Quelles conséquences, quels gestes à adopter? Nous ferons le point dès le début de ce journal. Déception pour les Monégasques aux Jeux de Paris, c'est terminé pour le nageur Théo Druhen et la pongiste Xiao Xingyang. Vous entendrez la réaction du prince Albert II qui visitait cet après-midi le village olympique. Deux expositions à ne pas rater cet été au nouveau musée national de Monaco. Pasolini en clair-obscur et Michael Barcelo, océanographe. Son directeur Björn Dahlström sera notre invité. Il y a la température affichée, 31 degrés aujourd'hui, et celle ressentie par le corps jusqu'à 41 degrés demain. Nous sommes en vigilance orange canicule. Il fait très chaud la journée et le thermomètre ne redescend pas assez la nuit. On fait le point sur les gestes à adopter avec le conseiller de gouvernement Patrice Célario et le directeur général du département des affaires sociales et de la santé, Ludmila Racona-Le Goff, au micro d'Alban Gingembre. Les prévisions météorologiques là, montrent qu'on en a au moins jusqu'au milieu de la semaine, peut-être même un peu plus, avec sans doute une intensification de la chaleur pour la deuxième moitié de la semaine. Il faut prendre des précautions, il faut, je dirais, être vigilant. Il ne faut pas attendre d'être pas bien pour commencer à prendre des précautions. Il faut boire beaucoup de l'eau, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Il faut, dans la mesure du possible, rester à son domicile et préserver son domicile en fermant les fenêtres, en favorisant un courant d'air, en mettant la clim, porter des vêtements adaptés, des vêtements légers, ne pas sortir aux heures les plus chaudes, ne pas faire de sport aux heures les plus chaudes de la journée, essayer d'humidifier régulièrement son corps pendant la journée, manger, parce que les gens souvent n'ont pas faim lorsqu'ils ont chaud, mais il faut manger pour éviter un malaise. Donc autant de mesures très simples et qui doivent désormais faire partie d'un quotidien et devenir des réflexes pendant ces périodes. Une attention toute particulière a été portée à la population âgée. On a un partenariat qui est très efficace et qui est mis en place maintenant depuis 5 ans entre le Centre de coordination gérontologique, qui est une structure placée sous la responsabilité du département des affaires sociales et de la santé, la mairie, et les professionnels qui interviennent au domicile des personnes âgées. L'idée, c'est d'avoir un suivi très personnalisé avec les professionnels du centre qui, en cas d'alerte, peuvent appeler la personne, peuvent appeler la famille et peuvent également, si besoin, faire en sorte que les secours se déplacent le plus rapidement possible au domicile. Direction Paris à présent, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a visité cet après-midi le village olympique. Un peu plus tôt, il a assisté à la course de Théo Druhen. On écoute le Prince souverain au micro d'Émilie Rousseau sur les débuts des Monégasques dans ces Jeux. Les compétitions de nos athlètes ont commencé, bien sûr, malheureusement avec des fortunes diverses, mais c'est les compétitions olympiques qui sont très différentes d'une compétition normale ou même d'un championnat du monde. Et donc, voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y ait malheureusement aussi je dirais pas des contre-performances, mais des journées où ça ne sourit pas toujours. Et donc, mais il faut qu'on continue, il faut qu'on avance. Et bien sûr, pour ceux qui sont encore en lice, eh bien, je crois qu'il y a des beaux résultats à obtenir. Et donc, on va être là pour les encourager et pour les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. Xiao Xingyang et Théo Druhen espéraient mieux. La pongiste a été battue en 32e de finale par la Tchèque Anna Matelova, 4-7-2. Quant à Théo, il termine 7e de sa série sur 800 mètres nage libre. On l'écoute. Je me suis bien senti dans l'eau. C'était vraiment dès l'échauffement, c'était des belles sensations et tout. Malgré des 3 jours compliqués là, aux entraînements. Et ouais, donc j'en tire que on a optimisé ce que je pouvais faire de mieux après les quelques semaines difficiles que j'ai fait là, ces dernières en stage de préparation et tout. Et ouais, c'est ça. Du coup, je suis quand même satisfait de ma course parce que je pense que j'aurais pu faire pire avec les conditions et tout ça. Donc oui, j'ai fait ce que je voulais avec mon deuxième meilleur temps, donc ça va. Sous les yeux du Prince Albert II avec une chaude ambiance autour du bassin. C'est ça, avec le Prince Albert II qui nous regardait, une ambiance de folie dans le bassin qui encourageait tout et avec beaucoup de bruit aussi, même si on n'entendait pas dans l'eau,
on le sentait qu'il y avait beaucoup d'ambiance et beaucoup de bruit. Et demain, on suivra le rameur Quentin Antonielli en quart de finale du skiff. Une bonne surprise en Formule 1, Charles Leclerc monte finalement sur le podium du Grand Prix de Belgique. Il passe de la 4e à la 3e place après la disqualification du vainqueur George Russell, dont la monoplace a été jugée trop légère. C'est Lewis Hamilton qui l'emporte. Sensation forte aussi à Monaco ce week-end avec les E1 Series. La monégasque Lisa Cossin-Battaglia termine 5e. Une petite déception, mais un grand honneur de pouvoir concourir à domicile. Le Prince Albert II a remis hier les trophées au Yacht Club. Retour sur ce week-end à grande vitesse. Émilie Terrasson, Jean-Alexandre Dordet et Fabien Bonilla. Après 3 jours, les pilotes de E1 Series ont terminé la compétition. Sur l'eau, les bateaux se sont élancés à plus de 100 km/h. Chaque équipe est composée de 2 membres, une femme et un homme. Après une journée mouvementée, c'est finalement l'équipe de Tom Brady qui remporte l'épreuve. We feel amazing. We just won the 4th race of E1 Series. 4 races down, 3 wins, which is incredible. We're so excited to bring the championship here and represent Tom. And it's been a bit of a whirlwind, a bit of a roller coaster, but we're so happy to be back on top. Les demi-finales se sont déroulées toute la journée. Interrogé après avoir remporté l'une des courses un peu plus tôt, le Français Tom Chiap de l'équipe Rafa est fier de son parcours. Ce matin, une course assez compliquée pour nous, mais à la fois qui s'est super bien finie. On a eu un petit problème de système électrique juste au début du départ, et ça s'est résolu juste. Et puis j'ai pu terminer la course en première position. Ma coéquipière a fait 3e à sa première course aussi. Donc là, la course, elle est encore longue, et puis voilà, il nous reste encore la super finale, une deuxième manche, et donc rien n'est joué encore pour aujourd'hui. Ce championnat de course de bateaux électriques a été lancé en février dernier. C'est donc la première saison avec une étape en principauté. La sportive monégasque Lisa Cossin-Battaglia, habituellement en jet ski, y participe. Cette course a pour elle une saveur particulière. Retrouver mes amis, mes parents, j'avais énormément de membres des autres sections sportives dans lesquelles je suis, donc l'athlétisme, le rugby, tout ça, le motonautisme évidemment. C'était magique. Quand je tournais et voir où j'habite, voir mes parents, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Et le prince est arrivé aujourd'hui également, donc là c'était un rêve. Franchement, c'était extraordinaire. La compétition E1 Series se poursuit. La prochaine course aura lieu le 24 août en Italie, au lac de Comme. On part à présent à la découverte de 2 expositions au nouveau musée national de Monaco. Pasolini en clair-obscur à la Villa Sauber et Michel Barcelo, océanographe, à la Villa Paloma. Le directeur du NMNM, Björn Dahlström, nous en dit plus sur cette programmation de choix. Il est interrogé par Maclor Babutulua. Le nouveau musée national de Monaco a une actualité estivale chargée. On en parle avec son directeur, Björn Dahlström. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous nous proposez une très belle programmation estivale. C'est une manière aussi de positionner le musée au cœur de l'offre culturelle de la Principauté. Est-ce que c'était l'un de vos objectifs en tant que directeur ? Oui, bien sûr, de le positionner à Monaco, mais aussi dans le monde. On sait que durant la période estivale, toute la région est traversée par le monde entier. Et donc l'idée était cet été de mettre 2 grandes figures de la création à l'honneur. Michel Barcelo à la Villa Paloma avec cette exposition autour de la mer. Michel Barcelo qui est un grand artiste espagnol de renommée internationale, et d'axer vraiment toute cette sorte de rétrospective, finalement 40 ans de carrière, autour du thème de la mer, et à la Villa Sauber autour de la figure de Pier Paolo Pasolini, et d'explorer comment l'art classique et contemporain de l'époque de Pasolini ont influencé sa création et son cinéma en particulier. On va en parler justement de cet artiste Barcelo. J'ai vu que vous étiez fan depuis au moins 30 ans du travail de cet artiste espagnol, et vous présentez donc jusqu'au 13 octobre l'œuvre avec sur les 3 niveaux de la Villa Paloma les différentes photos proposées. Intitulée Océanographe, la mer est au cœur de son œuvre, et avec ses thématiques locales, quelle meilleure place que le nouveau musée national de Monaco ? Mais oui, évidemment. Alors,
on essaye, tant que faire se peut, au Musée national de répondre à notre écosystème et à la spécificité du contexte monégasque. Alors évidemment, quand on parle d'océan, on pense au prince Albert Ier, au prince Albert II, aujourd'hui avec la défense des océans. Et Miquel Barcelo est un artiste espagnol donc, qui est né à Majorque, au contact immédiat de la mer. Il dit qu'il a presque su nager avant de marcher. Et même si toute l'œuvre de Miquel Barcelo ne porte pas nécessairement sur la mer, une grande partie lui est dédiée. Et donc c'est comme ça qu'on a construit cette exposition avec des peintures, des céramiques, des broderies, des aquarelles. Et on a construit le parcours de cette exposition depuis les planchers océaniques, finalement, depuis vraiment les tréfonds marins, les abysses, à mesure qu'on découvre l'exposition dans la Villa Paloma, on monte à mesure à la surface et on voit apparaître l'homme un peu en filigrane à travers les activités humaines comme la pêche, la navigation. Donc il y a une grande variété d'œuvres et une maestria dans la maîtrise technique de toutes les différentes disciplines que l'artiste aborde. Alors cela fait maintenant 3 ans que vous êtes à la tête de l'institution. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, quels ont été les moments forts et comment avez-vous vu évoluer votre mission ? Écoutez, moi j'ai essayé de maintenir l'ADN de la programmation du musée, c'est-à-dire de mélanger à la fois art contemporain, art moderne, ou parfois même art plus ancien, mais mis en perspective à travers le regard de créateurs contemporains. Quand je suis arrivé, on a programmé cette exposition Newton Riviera qui a été un grand succès parce que l'exposition traitait des photographies réalisées par ce grand personnage qui était Helmut Newton depuis Saint-Tropez ou Ramatuelle jusqu'à la Riviera italienne. On a dédié aussi, on a fait des expositions thématiques autour du surréalisme pan-arabique et méditerranéen avec Monaco-Alexandrie. On a célébré des grandes figures qui ont traversé Monaco comme Christian Bérard, des grandes figures de l'art moderne. Donc voilà, on continue à s'inscrire, à la fois d'apporter des artistes comme Francisco Tropa, par exemple cet artiste portugais qu'on présentera au mois de décembre, qui sont un peu plus éloignés de notre écosystème méditerranéen, mais aussi de célébrer encore une fois la région et l'histoire de Monaco qui a accueilli un grand nombre d'artistes et ce que nous continuons à faire. Donc, en gros, voilà, je suis fidèle à cette tradition des expositions au Musée national. Et c'est comme ça que j'entends continuer à programmer aussi autour de la collection du musée, de pouvoir, tant que faire se peut, la mettre en valeur. Vous avez en partie devancé ma prochaine question. Quels sont les futurs projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la programmation de la rentrée, par exemple? Alors à la rentrée, j'évoquais le nom de Francisco Tropa, qui est un grand artiste portugais dont on va montrer une partie d'une rétrospective qui se fait simultanément entre Porto au Portugal et la Fondation Serralves et le nouveau musée national ici à la Villa Paloma. Donc la partie plutôt sculpturale du travail de cet artiste. Ensuite, l'été prochain, on présentera une exposition qui s'appelle Les années folles de Coco Chanel et de mettre l'accent sur les années 20 de Coco Chanel en gros, et notamment sur la Côte d'Azur puisqu'elle habitait à quelques kilomètres d'ici à Roquebrune, Cap-Martin, et de montrer l'effervescence incroyable des années 20 et de cette personnalité qui a aussi collaboré avec toutes les disciplines, les ballets, évidemment la mode. Et puis à la Villa Sauber, on présentera une exposition qui établit un dialogue entre botanique et art plastique. Une exposition qui s'intitule Cactus, qui a été initiée par le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech et qu'on accueille ici dans un contexte botanique aussi très important avec la réouverture du jardin exotique et toute la tradition botanique qu'on connaît bien sur la Côte d'Azur. Donc voilà, toujours une idée de transversalité. Voilà, encore une fois, la mode, la botanique et les arts plastiques évidemment. Merci Björn Dahlström d'avoir répondu aux questions de Monaco Info. Merci beaucoup. Les notes de Catalani et Schubert ont résonné vendredi soir et hier soir dans la cour d'honneur du Palais Princier. Le grand chef italien Riccardo Muti a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'était une grande première. Le reportage de José Sacré, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. L'un des plus célèbres chefs d'orchestre au monde et l'un des meilleurs, le maestro Riccardo Muti, est ce week-end à Monaco pour diriger pour la première fois l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est vendredi 26 et dimanche 28 juillet dans la symphonie numéro 9 de Schubert et Contemplazione d'Alfredo Catalani, un compositeur italien natif de Lucca comme Puccini, Boccherini et Geminiani. Non c'è una connessione tra
Catalani e Schubert, ovviamente, sono due mondi completamente diversi, però ho pensato che prima di Schubert un momento di meditazione, di riflessione, soprattutto in un mondo così difficile come il mondo oggi, un mondo complicato, un mondo di guerre, di bambini che muoiono, armi, il caos. Quindi questa contemplazione può significare la contemplazione del bello, dell'armonia, di cui noi abbiamo veramente oggi bisogno. Deuxième œuvre au programme, la symphonie numéro 9 en do majeur dite La Grande de Franz Schubert. Schubert è la porta di Johann Strauss. Schubert porta, dentro c'è tutta l'atmosfera della Vienna malinconica, tragica, sorridente, e c'è anche molto l'influenza di Rossini. Tant'è vero che Schubert ammirava Rossini e ovviamente Rossini ammirava molto Schubert. Quindi dal punto di vista stilistico è una sinfonia molto impegnativa, una sinfonia molto lunga, è una sinfonia che Robert Schumann, diceva è la sinfonia della divina lunghezza, perché l'arcata è molto, molto lunga e richiede una grande partecipazione dell'orchestra, quindi in un certo senso è una sinfonia tra le più impegnative, più difficili. Questa sinfonia che è un testamento di Schubert e che Schubert non ha mai sentito, perché molte delle opere di Schubert il compositore non le ha sentite, è morto a 33 anni, poco più di 30 anni. Quindi è un programma, diciamo così, per la bellezza, per l'armonia, per la pace. Non è un programma di show, di fare grande confusione, no? Per avere l'applauso. Quindi è una bella esperienza in un momento molto faticoso di questo anno. Ho lavorato negli ultimi 3 mesi moltissimo e adesso devo andare a Salisburgo per l'8ª di Bruckner, quindi siamo sempre nel mondo austriaco, nel mondo viennese. Quindi è una bella esperienza e sono contento di essere venuto qui. Un programma che fa parte della mia storia interpretativa, della mia storia musicale e che ormai è abbastanza lunga e quindi speriamo di dire a un certo punto basta, finito. Pas tout de suite, maestro. En effet, après la 8e de Bruckner à Salzbourg, vous dirigerez notamment l'Orchestre Philharmonique de Vienne dans le prestigieux concert de Nouvel An 2025, et cela pour la 7e fois, un record. Nouvel invité, nouveau podcast de Monaco Info. Geneviève Berthy reçoit Valentina Coleman du Monaco Women Forum au prix Monte-Carlo Femme de l'année jusqu'au Festival de Street Art. Elle ne manque pas de challenge et de projets. C'est un endroit prisé l'été et encore plus en ce moment avec les températures caniculaires. La digue du Port Hercule, réaménagée récemment, cet espace offre un panel d'activités variées comme l'ont constaté Sarah Inkari et Arnaud Imbert.
D'un côté, les paquebots, de l'autre, les vacanciers et les promeneurs. La digue Régnier 3 a grandi en 2002 grâce à une partie flottante fait l'unanimité à Monaco. Et ce touriste originaire d'Argentine n'est pas déçu du voyage. It's quite beautiful. It's quite hard to find the way through Monaco, but now that I have a full view of the country, actually, it's beautiful. Yeah, it's what I imagine. Et puis, il y a les courageux qui, même lorsque le thermomètre s'affole, ne dérogent pas à leur séance de sport. C'est comme un besoin, là. Le sport, c'est comme une drogue. Mais la drogue, là, je la fais parcimonie parce que j'ai plus 20 ans. Mais je m'entretiens. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler, aussi bien les jambes que les abdominaux. Et depuis que j'ai découvert cet endroit, qui est pour moi la plus belle salle de sport du monde, c'est magnifique. J'adore venir. Pas seulement pour faire du sport, mais pour regarder la vue qu'on a déjà, et ensuite se ressourcer. Pour se ressourcer, ces berlugans ont plutôt opté pour un bon livre face à la Grande Bleue. À Beaulieu, nous avons des plages très agréables, notamment à Cap Ferrat. Mais Monaco, c'est autre chose parce que d'abord, on a l'impression de se baigner en pleine mer, compte tenu de la profondeur de l'eau, d'une part. Et d'autre part, il y a énormément de jolis poissons qu'on ne trouve plus, malheureusement, ailleurs. La faune est en effet particulièrement riche, comme nous le confirme ce Niçois, passionné de pêche. On a l'habitude de venir souvent la saison de juillet-août. On aime bien venir pêcher ici parce qu'il y a quand même des gros poissons, donc on se régale. Qu'est-ce que vous avez eu ce matin? On a eu un beau barracuda et quelques petites dorades qu'on a données à notre ami qui est parti. Et d'ailleurs, sachez que cette zone du littoral fait partie de l'aire marine éducative de Monaco. Par définition, elle est gérée de manière participative par des élèves de la principauté qui ont pour mission de la protéger. Et voyant le temps qu'il fera demain, bonsoir Alban Gingembre, la canicule persiste. Bonsoir à tous, bonsoir Sébastien. Vous nous le rappeliez en début de journal, nous sommes en vigilance orange canicule. Il va donc continuer de faire très chaud en principauté. Demain, le soleil brille toute la journée, pas une brise de vent pour vous rafraîchir. Le thermomètre indiquera 27 degrés la matinée et jusqu'à 32 degrés au plus fort de l'après-midi. La chaleur se fera ressentir, pensez bien à vous protéger et à vous hydrater. Et en ce mardi 30 juillet, ayez une pensée pour toutes les Juliettes. Merci Alban, cette vague de chaleur, Stéphane Dana l'a captée avec son objectif. On se quitte avec ses clichés. Excellente soirée, à demain.